il y a des lendemains européens qui ne ressemblent pas à de simples lendemains de match. Il y a des lendemains qui sentent la fin d'un cycle pour certains, le début d'une reconstruction pour d'autres, et parfois même les deux en même temps. Et là, franchement, on est en plein dedans. Entre un Real Madrid qui sort de la Ligue des Champions dans un climat électrique, avec une saison qui glisse tout droit vers un énorme constat d'échec, et un FC Barcelone qui digère son élimination tout en préparant déjà l'été avec des dossiers lourds sur la table, le football espagnol vit un moment charnière. Ce qui rend cette séquence passionnante, c'est qu'on n'est plus seulement dans l'émotion brute des quarts de finale, on est déjà dans la suite, on est déjà dans la politique sportive, dans les choix de direction, dans les joueurs qu'il faut garder, dans ceux qu'il faut pousser dehors, dans les entraîneurs qu'il faut protéger ou remplacer. Et dans cette question qui fait toujours mal quand un très grand club tombe, est-ce qu'on a juste perdu un match ou est-ce qu'on a perdu plus que ça? Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va prendre le temps de poser tout ça calmement, de manière claire, parce qu'il y a énormément de choses à dire et qu'il faut remettre de l'ordre dans une actualité très dense. On va parler du Real Madrid, de la secousse provoquée par l'élimination contre le Bayern, de l'avenir d'Álvaro Arbeloa, de la pression énorme qui tombe sur le vestiaire, des pistes pour le banc, des départs possibles, des joueurs que les clubs continuent de considérer comme intouchables et de tout ce que cette fin de saison raconte sur le fonctionnement actuel de la Casablanca. Ensuite, on basculera sur Barcelone, où l'ambiance est très différente mais tout aussi lourde de conséquences. La plainte déposée auprès de l'UEFA, le futur de Hansi Flick, les interrogations autour de Lewandowski, le cas Rashford, la priorité Bastoni et surtout cette idée très forte que le Barça a du talent, énormément de talent, mais qu'il lui manque encore quelque chose pour transformer ce talent en domination durable. On va commencer par Madrid parce que forcément, c'est là que la déflagration est la plus visible. L'élimination contre le Bayern n'a pas été une sortie discrète, elle a été spectaculaire, douloureuse, rageante et surtout très révélatrice. Le Real a perdu 4-3 à Munich après avoir mené à plusieurs reprises, a quitté la compétition sur un scénario tendu et l'ambiance qui a suivi la rencontre a tout de suite montré qu'on n'était pas face à une simple défaite, mais face à une blessure institutionnelle. Il faut le dire franchement, au Real Madrid, 2 saisons sans titre majeur, c'est vécu comme une anomalie presque intolérable. Et ce sentiment-là n'est pas un fantasme extérieur, il traverse déjà le club jusqu'au sommet de la hiérarchie. L'idée qui domine maintenant à Madrid, c'est que cette saison 2025 à 2026 n'a pas été à la hauteur du statut du club, ni des moyens mis sur la table, ni des attentes créées ces dernières années. Ce qui rend la situation encore plus explosive, c'est que le Real n'a pas totalement sombré dans le jeu à Munich. C'est même ça qui nourrit autant de frustration. L'équipe a montré du caractère, de la réaction, de la fierté, de l'efficacité offensive par moment, mais malgré ça, elle est sortie. Et quand un grand club perd en ayant le sentiment de s'être battu tout en restant imparfait, la tentation est énorme de s'accrocher à l'émotion du soir pour oublier les lacunes profondes. Le piège est là, parce que le Real pourrait très facilement raconter l'histoire suivante. On a perdu à cause de détails, à cause d'un rouge, à cause de décisions arbitrales, à cause d'un soir de folie. Sauf que ce serait trop confortable. La vérité, c'est que cette élimination s'ajoute à une longue série de signaux qui montrent que le club n'a pas trouvé son équilibre. Le haut de l'équipe et le bas de l'équipe ne vivent pas toujours dans le même match. Les rôles restent flous dans certaines zones. Et le collectif n'a jamais vraiment donné l'impression d'être au niveau du prestige individuel de ses stars. Le premier gros sujet, évidemment, c'est le banc. Álvaro Arbeloa est plus fragilisé que jamais. Son avenir est désormais clairement suspendu à une décision de la direction et tout ce qui remonte autour du club va dans le même sens. Il n'est plus du tout certain de continuer dans ce rôle. Le point important, c'est que Madrid ne semble pas vouloir réagir à chaud par pur réflexe émotionnel. Le club veut discuter, écouter, comprendre ce que ressent le coach, savoir comment il lit lui-même la situation avant de trancher. Mais malgré cette apparente patience, les signaux sont mauvais pour lui. Après la sortie contre le Bayern, plusieurs médias expliquent déjà qu'il est très peu probable que ce match suffise à sauver sa place durablement. Et quand on voit les noms qui circulent déjà pour l'après, on comprend très vite qu'à Madrid, le dossier est bien ouvert. Dans cette réflexion, plusieurs profils reviennent. Mauricio Pochettino fait partie des noms qui plaisent à la direction et le fait que son profil soit sérieusement regardé dit quelque chose de l'orientation possible du Real. Un entraîneur habitué à gérer la pression, des vestiaires de stars et des environnements très médiatiques. Jürgen Klopp continue aussi de séduire beaucoup de monde, mais le dossier est compliqué. D'abord parce qu'il a lui-même nié avoir eu le moindre contact avec le club. Ensuite parce qu'il n'a pas encore donné le sentiment d'être prêt à replonger immédiatement dans le quotidien d'un banc. C'est important, parce qu'à Madrid, on ne veut pas seulement un grand nom. On veut quelqu'un qui arrive avec une vraie disponibilité mentale pour reprendre une équipe qui aura besoin d'autorité et d'idées fortes dès le premier jour. Et ça, ce n'est pas exactement le même marché.
le dossier Zidane, lui, continue forcément de flotter au-dessus de tout ça. C'est presque automatique. Dès que le Real doute, le nom de Zidane revient. Parce qu'il représente à la fois l'autorité, la connaissance de la maison, la légitimité absolue et une forme de mystique que peu de coachs peuvent offrir. Sauf que cette fois, le contexte rend l'hypothèse beaucoup moins crédible. Tout pousse vers l'équipe de France pour lui et plus le temps avance, plus l'idée d'un troisième retour immédiat au Bernabéu s'éloigne. Donc Madrid est obligé de penser ailleurs et c'est ailleurs, on dit long sur l'état actuel du club. Il faut maintenant choisir entre stabilité prudente, rupture plus forte ou pari d'expérience. En clair, soit on garde Arbeloa malgré l'échec, soit on va chercher un nom lourd, soit on tente une solution intermédiaire. Mais dans tous les cas, ne rien changer donnerait l'impression que le club n'a pas compris l'ampleur du problème. Et justement, le mot problème est important parce qu'il dépasse très largement la simple question du coach. Autour du Real, ce qui remonte de plus en plus, c'est l'idée d'un club devenu dysfonctionnel par endroits. Pas d'un club faible, pas d'un club en ruine, mais d'un club qui n'arrive plus à transformer sa puissance en machine cohérente. On parle d'un effectif immense, rempli de talent, avec Mbappé, Vinicius, Bellingham, Valverde, Rudiger, Militão et d'autres. Sur le papier, ça devrait inspirer la peur à toute l'Europe. Sur le terrain, on a trop souvent vu une équipe coupée en deux, dépendante des fulgurances émotionnelles et incapable de garder une structure stable sur 90 minutes dans les très grands rendez-vous. C'est exactement ce qui rend cette saison si frustrante pour le peuple madrilène. Le sentiment de ne jamais avoir vu le vrai plafond de cette équipe et en même temps le sentiment de l'avoir suffisamment vu pour comprendre qu'elle ne tourne pas rond. Le cas Eduardo Camavinga concentre d'ailleurs une grande partie de cette frustration. Son expulsion à Munich a précipité la chute du Real et même si tout Madrid discute la sévérité du deuxième jaune, le problème de fond reste entier. Un joueur de ce niveau-là, dans un moment pareil, ne peut pas offrir cette possibilité à l'arbitre. Le plus inquiétant, c'est que ce n'est pas un accident totalement isolé. Le souvenir d'une autre expulsion évitable revient déjà dans les débats et ça nourrit une vraie interrogation sur sa maturité compétitive dans les très grandes soirées européennes. Ce qui devait être une entrée pour densifier le milieu s'est transformé en séquence catastrophe et forcément ça fait mal dans un club où chaque détail devient une affaire d'État quand la saison déraille. Arbeloa l'a défendu publiquement, l'entraîneur a contesté la décision, mais personne n'ignore que l'image laissée par Camavinga est désastreuse. Et quand un joueur entre déjà dans l'été avec un avenir fragilisé, un soir comme celui-là peut peser très lourd dans la balance, d'autant que Camavinga n'est pas le seul dont l'avenir semble mouvant. À Madrid, plusieurs joueurs sont dans une zone grise. Dani Ceballos est donné partant depuis plusieurs semaines dans la rumeur chaude du club et cette piste prend de plus en plus d'épaisseur. David Alaba, lui, symbolise encore davantage le problème de gestion. Son poids salarial est énorme, son apport sportif a fondu avec les blessures et la continuité manquée et tout indique que le club s'oriente vers la fin de l'histoire. Même chose pour la réflexion autour de certains profils devenus trop coûteux par rapport à ce qu'ils apportent encore au projet. Le Real ne veut pas tout casser, le noyau dur doit rester, mais l'idée d'une révolution partielle est bien là. Et ça, c'est fondamental. Madrid ne se prépare pas à un ménage total, Madrid se prépare à une réorganisation ciblée. En parallèle, il y a des joueurs que le club continue de considérer comme la base absolue. Mbappé, Bellingham et Vinicius restent au cœur du projet, c'est très clair. Malgré les débats, malgré les tensions observées pendant certains matchs, malgré les interrogations sur la compatibilité de certains profils, Madrid ne veut pas briser ce trio. Et ça aussi, ça dit beaucoup. Le club estime visiblement que le problème n'est pas la présence de ces stars, mais l'environnement collectif qui doit mieux les faire fonctionner ensemble. C'est une ligne importante parce qu'elle évite une lecture paresseuse du type « ça marche pas, donc il faut vendre l'un des gros ». Non. À Madrid, l'idée dominante ressemble davantage à ça. Le talent est là, mais il faut remettre de l'ordre autour. Le défi est colossal parce qu'il faudra réussir à calmer les égos, clarifier les circuits de jeu et installer une hiérarchie fonctionnelle sans casser la force d'impact individuelle de chacun. Et sur Mbappé, justement, le débat devient très piquant. Certains commencent déjà à souligner que les meilleurs passages récents du Real ont parfois eu lieu quand il n'était pas titulaire ou quand l'équipe avait trouvé une autre forme de répartition offensive. C'est un débat dangereux, souvent trop simpliste, parce qu'il oublie ce qu'apporte Mbappé en volume de menace, en fixation, en but, en capacité à transformer un match sur un seul appel. Mais il révèle quelque chose de réel. Le Real n'a pas encore trouvé la formule qui intègre Mbappé sans dérégler d'autres équilibres. C'est pas accuser Mbappé de tous les maux, ce serait absurde. C'est simplement constater que le Real n'a toujours pas réussi à construire une équipe où sa présence rend tout le monde plus fort de manière évidente et régulière. Et dans un club comme le Real, ça finit forcément par alimenter les questions, même quand le joueur reste monstrueusement décisif sur le papier. Autre dossier, celui de Dani Carvajal. Son nom revient moins fort que d'autres dans les débats publics, mais en interne, la question existe clairement, est-ce qu'il faut continuer ou pas? Le départ de Luka Modric l'été dernier semble aujourd'hui vécu avec un certain regret dans l'environnement du club, surtout sur l'aspect leadership. Et du coup,
La situation de Carvajal est observée avec cette idée en tête. On ne peut pas vider un vestiaire de ses voix expérimentées sans mesurer ce que ça coûte dans les moments chauds. Si Madrid estime aujourd'hui avoir perdu quelque chose avec Modric au-delà du terrain, alors chaque cas de vétéran sera relu à travers ce prisme. Et c'est pas un détail, parce que les très grands clubs ne se reconstruisent pas seulement avec des jambes et des chiffres, ils se reconstruisent aussi avec de la mémoire de vestiaire. À côté des départs, il y a évidemment la question du recrutement. Et là, le message qui ressort est plutôt clair. Le Real ne compte pas faire un mercato totalement délirant en volume. L'idée serait davantage de se limiter à 1 à 3 recrues majeures, tout en évaluant les retours ou la réintégration de profils déjà liés au club, comme certains jeunes ou des joueurs sur lesquels il existe des clauses de contrôle. En gros, le club ne pense pas que l'effectif soit nul. Le club pense que l'effectif a moins montré que ce qu'il vaut, et c'est une lecture très madrilène. Madrid ne veut pas admettre un échec total de construction. Il préfère considérer qu'il faut corriger, rééquilibrer, remettre des profils complémentaires et redonner une colonne vertébrale plus nette au groupe. Ça peut être intelligent, mais ça suppose surtout de ne pas se tromper sur les postes à cibler. Parce que si tu rates encore un été, la prochaine saison peut vite devenir beaucoup plus toxique. Pendant ce temps-là, du côté de Barcelone, l'ambiance est différente, mais le chantier est tout aussi passionnant. Le Barça a été sorti d'Europe, lui aussi, dans un contexte lourd émotionnellement, et le club a réagi en déposant une nouvelle plainte officielle auprès de l'UEFA concernant l'arbitrage de sa double confrontation contre l'Atlético de Madrid. Cette démarche montre à quel point la frustration est encore vive en Catalogne. Le club estime clairement avoir été lésé sur plusieurs décisions et cette contestation s'inscrit dans une séquence où la tension est montée très haut autour de cette élimination. Maintenant, au-delà de la colère, Barcelone sait très bien que l'essentiel n'est plus là. L'essentiel, c'est la Liga et juste derrière, c'est la préparation de la saison prochaine. Parce que le Barça a montré de la qualité, énormément de qualité, mais il a aussi remis sur la table les limites d'un effectif encore trop jeune à certains endroits et trop dépendant de certains profils dans les grands rendez-vous. Le cas Hansi Flick est central dans tout ça. Globalement, son travail est apprécié, vraiment apprécié. Le club aime son attitude, sa gestion du groupe, sa confiance envers les jeunes, sa manière de faire monter des talents, sa capacité à redonner une identité forte. Et c'est important parce que dans un Barça qui a souvent navigué entre urgence économique et nostalgie sportive, avoir un entraîneur qui donne une vraie direction n'est pas anodin. Ce qui remonte aujourd'hui, c'est que le Barça veut avancer avec lui, alors que lui préfère une logique plus prudente, avec des contrats plus courts et une évaluation continue du projet. En clair, il ne cherche pas à se sécuriser avec un contrat long si le lien avec le club, le public ou la progression sportive n'est plus aussi fort. Cette prudence-là peut paraître surprenante, mais elle est aussi très saine, elle oblige tout le monde à rester exigeant. Et franchement, vu le contexte barcelonais, c'est pas le pire des réflexes. Flick a aussi très bien identifié ce qui manque à son effectif. Le diagnostic est limpide, le Barça a énormément de talent, mais il lui manque plus de joueurs dans la vraie fleur de l'âge, entre 26 et 28 ans, capables d'apporter de la maîtrise, du vécu et une autorité naturelle dans les moments de tension. Et que quand tu regardes cette équipe, tu vois des jeunes incroyables, des joueurs qui peuvent porter le club pendant 10 ans, mais tu vois aussi que la transition entre le talent brut et la domination collective n'est pas encore totalement faite. Et c'est exactement là-dessus que Flick veut intervenir. Le Barça n'a pas besoin de 7 recrues, le Barça a besoin de quelques profils parfaitement choisis pour donner du poids au milieu de sa jeunesse. C'est très différent et c'est probablement la bonne lecture. Dans ce chantier, plusieurs dossiers offensifs et défensifs ressortent déjà devant. La grande interrogation tourne autour de Robert Lewandowski. Le Polonais approche de la fin de son contrat. Il a reçu une offre de prolongation, mais l'offre ne l'enthousiasme pas, notamment parce qu'elle s'accompagne d'une baisse salariale importante. Les discussions continuent, rien n'est fermé, mais le dossier résume très bien la situation du Barça. D'un côté, le club sait tout ce que Lewandowski représente encore, même à ce stade de sa carrière, en termes de poids, de référence, de finition et d'expérience. De l'autre, le club sait aussi qu'il doit préparer l'après, gérer sa masse salariale et éviter de s'accrocher trop longtemps à un joueur qui n'est plus forcément la solution à très long terme. C'est pas un dossier simple parce que les deux parties ont de vraies raisons de défendre leur position. Et forcément, si Lewandowski entre dans une zone d'incertitude, la question du futur numéro 9 prend encore plus d'importance. Dans les discussions du moment, Julián Álvarez ressort comme une cible prioritaire, tandis que le club continue de réfléchir à une vraie alternative offensive de haut niveau. Là aussi, on comprend l'idée. Le Barça ne veut plus seulement survivre grâce à ses talents créatifs, il veut redevenir une équipe qui possède une référence offensive capable de fixer, de presser, de combiner et d'être décisive dans les grands matchs sans déséquilibrer toute l'animation. C'est pas juste une question de but, c'est une question de profil global.
Et dans le football moderne, surtout pour un Barça qui veut contrôler davantage ses matchs, le choix du neuf peut changer la vie d'une équipe entière. Le dossier Marcus Rashford est aussi très chaud. Le Barça ne semble pas emballé par l'idée de payer 30 millions d'euros cash dans les conditions actuelles, mais le club continue à chercher une formule pour le conserver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe une volonté réelle de ne pas fermer la porte, tout en refusant de se mettre en danger financièrement pour un dossier qui doit rester intelligent. Le Barça veut être créatif, trouver un montage, peut-être retravailler la formule, mais sans s'aligner aveuglément sur ce qui est demandé. Là encore, on retrouve la logique actuelle du club. Ambition sportive, oui, mais sous contrainte économique. Et honnêtement, même si ça rend les négociations plus complexes, c'est probablement mieux que de retomber dans les vieux réflexes d'un club qui dépense trop vite pour combler l'urgence du moment. Derrière, la priorité défensive semble très claire. Alessandro Bastoni plaît énormément. Son nom revient avec insistance et dans la lecture du Barça, ça a du sens. Parce que si Flick veut plus de maturité, plus de qualité de relance, plus de sécurité et un défenseur capable d'apporter tout de suite du haut niveau sans période d'apprentissage, Bastoni coche beaucoup de cases. Le problème, évidemment, c'est les coûts et la difficulté dans tel dossier. Barcelone réfléchit déjà à des formules pour le rendre plus abordable, mais le simple fait que ce profil-là soit ciblé dit quelque chose de l'évolution du club. Le Barça ne veut pas juste empiler des promesses. Il veut maintenant sécuriser des joueurs capables d'élever immédiatement le socle compétitif de l'équipe. Et ce besoin d'expérience n'est pas un caprice de coach, il est lié à la trajectoire récente de l'équipe. Le Barça a beaucoup produit, beaucoup séduit, parfois même enthousiasmé, mais il a aussi laissé voir ses limites dans les grands moments de bascule. Quand les matchs deviennent plus sales, plus lourds, plus émotionnels, l'équipe donne encore parfois l'impression d'avoir besoin de repères plus âgés, plus froids, plus installés. C'est pour ça que la réflexion ne concerne pas seulement le 11. Elle concerne aussi le vestiaire, la gestion des temps faibles, la capacité à garder la tête quand le match t'échappe un peu. Et c'est là qu'un Flick qui demande des joueurs de 26 à 28 ans n'est pas en train de freiner le projet, il est en train de le rendre plus réaliste. Autour du club, un autre détail intéressant dit beaucoup de l'état d'esprit actuel, la volonté de continuer à s'appuyer sur la Masia tout en évitant d'en faire le seul carburant. C'est extrêmement important. Le Barça adore sa jeunesse, son identité, sa formation et c'est normal. Mais si tu veux retourner tout en haut durablement, tu ne peux pas demander à des garçons très jeunes de porter seuls toutes les tensions d'un grand club européen. C'est là que le recrutement doit devenir intelligent, pas spectaculaire, intelligent. Et aujourd'hui, le Barça semble les comprendre un peu mieux qu'avant. C'est probablement ce qui rend la prochaine fenêtre aussi importante. Elle peut transformer une équipe brillante, mais encore incomplète, en équipe vraiment candidate à tout, ou au contraire, laisser le club dans cette zone dangereuse où le talent est là, mais l'armature reste insuffisante. Sur l'aspect extrasportif, il y a aussi cette petite séquence autour de l'Inter Miami qui ouvre des spéculations logiques après le départ de Javier Mascherano. Le club floridien ne veut pas se précipiter. David Beckham l'a dit clairement. Et Guillermo Hoyos assure l'intérim pour l'instant. Ça laisse forcément de la place à toutes sortes de rumeurs autour d'anciens grands noms liés au Barça parce que l'environnement Miami est devenu un point de convergence presque naturel pour ce type de profil. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que Mascherano n'est plus là et que le club veut prendre son temps pour choisir la suite. Rien que ça, déjà, suffit à alimenter énormément de bruit autour de noms connus. Au fond, ce qui est fascinant, c'est que les deux clubs arrivent au même carrefour par des routes différentes. Madrid sort d'un échec qui crie plus fort avec plus de bruit, plus de nervosité, plus de prestige blessé. Barcelone, lui, sort d'une déception réelle, mais reste dans une courbe plus lisible, presque plus maîtrisable parce que le projet est encore perçu comme en construction. Le Real se juge à l'aune de l'obligation de gagner tout de suite. Le Barça se juge encore partiellement à l'aune de sa progression et ça change tout dans la lecture des mêmes douleurs. À Madrid, on cherche les responsables. À Barcelone, on cherche encore surtout les ajustements. Et c'est probablement ça aujourd'hui la grande différence entre les deux géants espagnols. Ce qui vient maintenant va être décisif. Pour le Real Madrid, l'été doit remettre de la cohérence là où il y a eu trop souvent que de l'impact individuel. Il faudra trancher sur le coach, sur Camavinga, sur les joueurs qui n'apportent plus assez, sur le leadership du vestiaire, sur la manière de faire vivre ensemble Mbappé, Vinicius et Bellingham sans transformer le reste de l'équipe en simple décor. Pour Barcelone, il faudra confirmer que l'identité retrouvée n'est pas un feu de paille, que Hansi Flick est bien l'homme de la durée, que le recrutement sera enfin ciblé avec lucidité et que la génération Yamal, Cubarsí, Gavi, Pedri, Fermin et les autres recevra enfin l'encadrement adulte qui lui manque encore pour franchir le dernier palier. En résumé, Madrid est à l'heure des décisions lourdes, Barcelone est à l'heure des choix fins, le Real a besoin d'une secousse, le Barça a besoin d'un équilibrage,
Le Real doit comprendre si son problème principal est le banc, le vestiaire ou la structure de jeu. Le Barça doit comprendre comment transformer un groupe très talentueux en groupe plus mature sans casser ce qui fait sa force. Et dans les deux cas, les prochaines semaines vont peser énormément parce qu'on n'est plus du tout dans le simple commentaire post-élimination. On est déjà dans la saison prochaine. On est déjà dans les fondations. On est déjà dans les décisions qui feront qu'en avril 2027, on reparlera de ces clubs pour célébrer un retour au sommet ou pour constater qu'ils ont encore raté le bon tournant. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris tournant en commentaire parce que franchement, c'est exactement le mot qui résume la situation actuelle du Real Madrid et du FC Barcelone. Et dis-moi surtout ce que tu attends le plus, le choix du prochain coach du Real ou le mercato d'été du Barça avec les dossiers Lewandowski, Rashford et Bastoni. Merci à tous, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour la suite.